Ah bon? Ça va, c'est pas toi. Ah si, il y en a deux. Ah si, c'est bon. Merci. Je l'ai pas fait. Juste une mise au point. Hommage à Jackie Quartz. Dans quelques minutes, ils vont entrer en scène. Leur spectacle s'appelle Chance et ce n'est pas un hasard. Il est pas vraiment... Il est l'heure du toi toi. Toi toi. Qu'est-ce que c'est le toi toi? Qui c'est qu'on n'a pas fait de... C'est se porter bonheur, on se touche les fesses. Voilà. Chacun se dit un jour si je gagnais un jour. Mais pour gagner, il faut d'abord jouer. Chacun de nous. Pour jouer, il faut surtout croire à sa chance, à sa bonne étoile, à ses fétiches, ses gris-gris, ses mascottes, ses chiffres, ses lettres. Il n'y a pas plus superstitieux qu'un joueur, particulièrement sur un champ de course. Et quand, en plus, c'est un vendredi 13... Pour moi, un vendredi 13, alors c'est le délire. La connerie. Ah bon? Vous y croyez pas? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas mon jour de chance aujourd'hui, bien que ce soit vendredi 13. On se barre tous ensemble et on va faire un tour du monde. Pas mal, hein? Ah ouais, Hein? Tous ensemble. Vous jouez parce que c'est vendredi 13 aujourd'hui? Oui, c'est ça, et puis parce qu'il y a des grosses cagnottes, principalement. Et parce que c'est le vendredi. Superstitieux les comédiens? Certainement pas, ça porte malheur. Mais on ne sait jamais, au théâtre, mieux vaut s'abstenir de dire certains mots. Pareil, il ne faut pas dire corde ficelle, et porter du verre. Ouais. Mais bon, on le fait presque volontairement pour conjurer le mauvais sort. On porte une corde verte. Attends, du coup. Superstitieux alors? Ben non, finalement. Enfin oui, ça revient à ça. Si, on l'est. Oui, un peu, hein. On l'est. Et vous savez d'où elles viennent ces superstitions? Il se trouve que tout ce qui est machinerie dans les cintres et tout ça, des vieux théâtres, tout ça c'était bâti comme des navires. Effectivement, c'était aussi manœuvré par des marins. Et donc, il y a les mêmes superstitions que dans la marine. Et la marine, je crois que c'est pareil, on ne dit pas corde. Je ne sais plus exactement pourquoi, par contre. Et pour le verre, je sais qu'en danse, on dit qu'il y a eu une femme qui a été brûlée, qui était vêtue en verre. Et donc, ça portait malheur après, on ne portait plus de verre. Il paraîtrait que Jean-Baptiste Poquelin, alias Corneille, enfin Molière, il paraît qu'il serait mort sur scène habillé en vert. En revanche, porter une casaque verte ne pose aucun problème aux jockeys et aux drivers. Leurs superstitions à eux sont très personnelles. Le porte-bonheur de Pierre Vercruis, ce sont ses bottes. On dit qu'il ne faut jamais les laisser par terre sous peine de faire fuir la chance. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans que j'ai débuté, j'ai toujours mis des bottes de cette sorte. Et ça fait partie des petites choses qu'on n'aime pas changer. C'est-à-dire que si je suis obligé de mettre autre chose, je me sens pas à l'aise. Je partirai jamais aux courses sans les chaînes. Ce sont des souvenirs. Il y a mon alliance, il y a des chaînes de baptême à ma femme, il y a des grilleries d'amis qui me ramènent de différents voyages pour me porter chance. Et jamais je ne pars sans elles. Jamais, jamais. Même si ça ne le paraît pas trop, eh on est toujours un petit peu angoissé quand même. Hein. Il y a énormément de gens qui comptent sur nous, les propriétaires et surtout les parieurs. Hein. Donc c'est une angoisse journalière et un peu permanente. Donc c'est des petits trucs comme ça pour aider à la gérer. Et ça marche? Ah bah oui. Pour Pierre Vercruis, l'important, c'est la cravache. C'est la bonne. C'est la bonne. Superstition ou pas, Pierre Vercruis et Jean-Michel Bazir sont les drivers les plus chanceux du moment. Les superstitions ont existé de tout temps et dans tous les pays. Il y en aurait plus de 500 000 dans le monde. Chaque région, chaque village, chaque métier a les siennes. C'est ce qui passionne l'historienne Marie-Charlotte Delmas. Elle étudie depuis plus de 20 ans tous ces petits signes qui attirent la chance ou la poisse.
Je pense qu'on est tous superstitieux et d'ailleurs, la personne qui me dirait qu'elle n'est pas superstitieuse, évidemment je ne la croirais pas. Qui ne dit pas à vos souhaits quand quelqu'un éternue? Hein, et c'est quand même une des plus vieilles superstitions. Et qui ne met pas sa main devant la bouche quand elle bâille? En fait, ça aussi, c'est un très vieux geste, et pour ne pas faire rentrer des esprits malfaisants dans le corps. Alors, on les expulse quand on éternue, et on évite de les faire rentrer dans le corps quand on met la main. Alors, évidemment, on pense aujourd'hui que ce sont des gestes de politesse, de la même façon qu'on pense que quand on dit à un enfant « ne montre pas avec le doigt », c'est un geste impoli. Je ne vois pas pourquoi ce serait impoli. C'est surtout un geste de sorcière. Conjurer le mauvais sort, guérir d'une maladie ont toujours été l'objet de pratiques superstitieuses. Ici, c'est la tombe aux Pochons, dans le cimetière de Rennes. Pour guérir de la fièvre, les petits sacs remplis de terre, portés à même la peau, sont ensuite accrochés sur la tombe de la dame de Coët-Logon, dont le corps a été retrouvé intact 120 ans après sa mort. La tombe aux Bouchons garde ses secrets. On dit que les femmes viennent les déposer la nuit pour que leur mari cesse de boire. Près de la Guerche de Bretagne, voici un chêne sanctuaire voué au souvenir d'une jeune fille tuée au pied de cet arbre en 1789. On a coutume de lire ça et là, quand il y a des articles sur les superstitions, que ces superstitions sont liées à la peur. Moi, j'en suis pas aussi sûre. Je pense qu'elles sont, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas, liées à l'espoir. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, et c'est bien une question de pouvoir, tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que renaisse l'espoir, que la maladie s'en aille, que je gagne au jeu, que voilà, j'essaie de jouer avec quelque chose qui est mon inconnu, et un inconnu que je vais tenter de maîtriser. Dans l'arrière-pays de Lorient, dans le Morbihan, la forêt de Camors abrite une émouvante pratique encore vivante aujourd'hui. Ah bah celle-là n'était pas la dernière fois. Un officier républicain a été assassiné et enterré ici même pendant la Révolution. La tradition populaire en a fait une sorte de saint païen à qui on attribue le pouvoir d'aider les enfants à marcher. Patrick Huchet, écrivain, cherche à percer le mystère des superstitions bretonnes. Alors il faut savoir qu'autrefois, les enfants bretons, les bébés, étaient emmaillotés comme des momies. Et on comprend effectivement qu'ils avaient des difficultés à marcher. Si vous regardez bien, vous voyez des chaussons ou des petites chaussures comme ça qui sont mangées par la mousse. Donc ça, on sait que c'est ancien, difficilement datable, certainement plusieurs années. Et puis vous avez, regardez, ces chaussons magnifiques, ces petites choses, voilà, une paire, elle est toute récente. Moi, j'y viens à peu près tous les ans. Et à chaque fois, je suis très étonné de découvrir. Regarde, ça aussi, c'est un chausson qui est très récent. La nouveauté, c'est sous plastique. Donc pour que ça se garde. Alors c'est caché, ça veut bien dire, c'est pas dans une église, qui est le culte officiel. Ici c'est en forêt, donc c'est un culte populaire, une tradition populaire, une croyance populaire. C'est-à-dire les gens, quelque part, je dirais pas qu'ils ont honte, mais qu'ils veulent pratiquer leur culte, leur dévotion en toute sérénité, en toute discrétion. On ignore l'origine de la superstition attachée à la chaîne de Saint-Léonard qui a pour vertu d'aider les enfants à marcher. Presque tous les habitants du village du Pertre, entre Rennes et Laval, sont passés par là. Ici, religion et superstition se mélangent. Denise Bâton, gardienne des lieux, pratique ce rituel depuis plus de 50 ans. On ne sait pas comment cette chaîne d'acier est arrivée là, mais on raconte qu'au XVIe siècle, un charretier s'est étranglé avec et que la chapelle a été bâtie sur le lieu du drame. Je suis là, je suis là. Armand, attends. Fais gros yeux, t'as dit.
petit bout. C'est bien, bébé, c'est bien. Voilà. Et qui vous a appris à faire ces gestes-là précisément? On a appris, puis par les voisins, les anciens voisins dans le temps. Et vous avez fait ça avec des milliers d'enfants? Est-ce que vous avez eu des résultats à chaque fois? Ah oui, oui. Ça marche? Ah oui, souvent. Hein. Souvent, on les enchaîne 2 fois. Parce que les gens les amènent pas trop vite aussi. Ils n'ont pas la force de marcher non plus. Alors, je dis, si ça ne marche pas au bout de 8-15 jours, vous les ramenez. On les ramène et puis après, ça part. On m'en a parlé, donc j'ai dit, bah, pourquoi pas essayer? Vous êtes superstitieux d'une manière générale? Moi, j'aime pas trop croiser les chats noirs. Le vendredi 13, c'est vrai que je joue, pas forcément... je joue au jeu de hasard un petit peu, quoi, mais bon, la superstition, on y croit tous un petit peu quand même. De nombreuses superstitions et croyances sont attachées à des reliques. Dans ce village du sud-ouest, on conserve une dent de Sainte Apolline qui aurait le pouvoir de soulager les rages de dents des tout-petits. Voici la relique de Sainte Apolline qui est dans notre église depuis 1 ou 2 siècles. Elle a sûrement été ramenée d'Alexandrie par un religieux. Ici, pas de prêtre, ce sont les femmes du village qui prennent en charge la cérémonie le premier dimanche de chaque mois. Là aussi, on ignore l'origine de cette croyance. On sait seulement que la martyre Sainte Apolline a eu toutes ses dents arrachées. L'une d'elles est mystérieusement arrivée dans ce petit village. Que Jésus, par l'intercession de Sainte Apolline, te guérisse de ton mal de dents et de tous les autres maux. Eva, que Jésus... Chaque mois, une cinquantaine de familles viennent de toute la région, faisant parfois plus de 100 km, dans l'espoir de soulager leur enfant. Pour certaines d'entre elles, c'est la seule occasion d'entrer dans une église. Il faut y croire. Et moi-même, quand j'étais bébé, mes parents m'avaient amenée, donc ça date de plusieurs années, quoi. Et alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que la rage de dents passe instantanément? Bon, pour ma fille, en fait, à chaque fois que je venais, elle mettait une dent. Personnellement, bon, lui, il la met, mais un petit peu plus tard. Mais bon, a priori, ça lui fait du bien, donc c'est le principal, je veux dire. Et vous venez de loin pour amener vos enfants? On habite à Toulouse. Ma femme a voulu venir, donc... Vous y croyez pas? Oh, pas plus que ça, donc... C'est un pur scientifique. Oui, non, mais c'est intéressant d'avoir votre opinion. Mais vous êtes quand même venu parce que votre femme y croit. Ouais, surtout pour le petit, si jamais ça peut marcher, ça peut pas faire de mal. Donc. Ça coûte rien, ça peut pas lui faire de mal. Après, bon, c'est sûr qu'on va pas le soigner, toutes les maladies comme ça c'est certain. Tous les prêtres qui sont passés dans cette église, au départ, ont une petite réticence, parce qu'on voit quand même le geste superstitieux à la base, et qui reste quand même, il faut pas être naïf, il y a des gens qui ne viennent que par superstition. Ça, bon, nous en sommes conscients. C'est un signe, en fait, nous approchons cette relique de l'âge de l'enfant, mais c'est uniquement un signe de l'amour de Dieu. Je pense qu'il faut bien insister là-dessus. C'est pour ça que nous combattons un peu le truc superstition, pour que l'objet ne soit pas... C'est pas parce qu'on a posé l'objet sur la joue de l'enfant que tac, tout va être parfait. Il ne faut pas oublier que longtemps, et on s'en rend compte encore au XIXe siècle, dans les récits qui sont collectés, longtemps l'Église va se bagarrer contre la superstition et les conciles qui s'enchaînent ont toujours à leur ordre du jour quelque chose qui relève de la lutte contre le paganisme et les superstitions, c'est-à-dire les anciens cultes deviennent superstitions. Alors l'Église récupère évidemment, hein, on sait que sur le plan calendaire, elle va récupérer la fête de Noël par exemple, qui était sur les Saturnales, etc., qu'on va construire des cathédrales, des églises, là où il y avait des lieux et des temples païens. Donc on essaie de recouvrir la superstition, mais en même temps, on en recrée d'autres. Ici à Carnac, comme dans de nombreux villages de France, le culte des pierres est toujours vivant, même s'il est caché.
On leur attribue des pouvoirs particuliers. Christian Obels nous fait découvrir le menhir de Kerdel, appelé pierre de fécondité. La tradition raconte que les femmes qui voulaient avoir des enfants allaient se frotter le ventre de nuit, dans la tenue de Ève, sans la feuille, le long du grand menhir. Et alors Zacharie le Rouzic a demandé à la vieille dame « Mais dites-moi, et ça marche ?» Et alors la vieille dame a montré toutes les maisons du village, regardez, mais regardez, il y a plein d'enfants, bien sûr que ça marche. On voit des pierres posées dessus. Ce ne sont pas les bâtisseurs de menhirs qui les ont posées, je peux vous le garantir, mais des gens qui souhaitent se marier. Alors il y a une tradition qui est toujours pratiquée ici, et d'ailleurs Mélanie et moi, on connaît quelqu'un qui ça a marché, c'est-à-dire qu'elle a pris une pierre, hop, voilà, et si vous la posez dessus du premier coup, vous êtes mariés dans l'année. Attention derrière. Ouais. Hop là. Vous avez envie de vous marier, Mélanie? Vous avez envie de vous marier? Ben, il faut croire, oui. Vous y croyez? Vous y croyez? Oui. Ça peut... Oui. Oui, je pense que ça a fonctionné. Il y a une dame qui est venue ici l'année dernière, qui a lancé une pierre comme ça au hasard, et elle s'est mariée au mois d'octobre l'année dernière. Donc comme quoi, ça fonctionne. C'était une pierre plus plate. Oui, parce que pour la j'ai plus de cailloux. Hein. Ouais, parce qu'il y a tellement de monde qui se marie à Carnac, vous voyez que bah, c'est pas facile de se caler dessus. Hein. Hop là. Ah, pas pour cette année. Hein. Mélanie devrait peut-être essayer une fontaine comme celle-ci dans le jardin du Luxembourg. Alors, des superstitions et des croyances rattachées aux fontaines, il y en a une foule. Alors, les principales sont, par exemple, les fontaines servent d'habitation à des fées, souvent à des génies de l'eau qui sont pour nous des fées. Les fontaines sont extrêmement liées à l'amour. Ce sont des miroirs dans lesquels on voit le futur, mais dans lesquels aussi on peut voir son futur amoureux. On voit bien là que sous Galatée, on a des roses qui ont été lancées, on a des pièces bien sûr, mais évidemment je ne crois pas trop m'avancer en disant que les gens qui viennent demander quelque chose ici, ce quelque chose ressort du domaine de l'amour. Au cœur de la forêt de Brocéliande, en Bretagne, la fontaine de Barenton est un lieu qui se mérite. Une demi-heure de marche avec Claudine Glos pour atteindre cette fontaine qui ne s'est jamais tarie. Si vous avez la chance de la voir bouillonner, votre vœu sera exaucé. C'est ici, elle a gardé son nom. Elle n'a pas été christianisée, ce qui est étonnant aussi. Elle a toujours participé du folklore local. C'est-à-dire qu'après avoir été l'héroïne de certains romans, elle devient une ressource pour les populations en temps de sécheresse. C'est là aussi que les jeunes filles viennent jeter leurs épingles à cheveux ou leurs épingles de corsage dans l'espoir que la source va se mettre à bouillonner. Et là, elles disent que la fontaine rit. Jusqu'à aujourd'hui, les gens viennent encore demander des faveurs à la fontaine et ils essaient de formuler leurs vœux au moment du premier dégagement de bulles. Ça existe encore. Là, plein, ça y est. Finalement, toutes ces superstitions nous ramènent au monde de l'enfance. Oui, ou du moins à un monde plus simple. Un monde plus simple où on accepte de croire, où on accepte d'être troublé, où on accepte que le monde soit étrange et on n'est pas toujours dans ce paraître, dans cette figure qu'on se compose. C'est peut-être le monde de l'enfance, c'est peut-être le monde des premiers hommes, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a quelque chose d'une innocence qu'on a envie de retrouver. Cette innocence, Claude Leland la ressent depuis qu'il est revenu au pays, dans les monts d'Arrée, au cœur de la Bretagne. Il a trouvé dans les rochers, la lande, l'aridité sauvage de sa terre, un nouveau sens à sa vie. Après avoir été marin, il est venu travailler à la centrale nucléaire de Brennilis, aujourd'hui fermée. Je suis venu pour la centrale nucléaire travailler, pas étonné par le béton, j'en avais vu partout. Mais alors là, quand j'ai découvert ce paysage lunaire, je me suis senti bien et tout a basculé. J'ai senti que c'était là que ça se passait. De ce jour, Claude a redécouvert les personnages imaginaires qui peuplent les croyances et les légendes bretonnes, les Corrigans. Ce sont les esprits de la nature qui hantent les dolmens comme celui-ci. Alors regardez bien, pour les voir, il faut exercer son regard et surtout retrouver son âme d'enfant. Ah, vous voyez, un petit clin d'œil au Corrigan, on a le choix, celui-là ou celui-ci, là, vous voyez.
C'est un petit clin d'œil, on est autorisé, puis on approche. Les corrigans, vous les voyez sur les arbres, vous les voyez dans la nature? On les voit dans la nature, on les voit dans les différents supports, hein, sur les cailloux, une forme humaine, sur un support végétal. Et ça nous indique en tous les cas qu'on est où on approche un endroit important. Et puis aussi, quand on a des tensions, on peut les confier, lui il ne juge pas, quoi. Hein, tout le monde a tendance à juger, lui on vient lui confier ses petits malheurs, son petit machin, et puis il les prend, et puis le lendemain, le transfert fait que... C'est comme un psy, quoi. Ouais, c'est un psy nature, quoi. Et le gardien des lieux, c'est lui. C'est mon top modèle de corrigan. C'est lui qui marque l'entrée. Alors normalement, pour que ça se passe bien, on passe un petit accord et puis on franchit la porte. Voilà. Depuis que Claude est devenu conteur, il vit dans un univers peuplé de fées et de corrigans. La chance est revenue dans sa vie. Pour la société moderne, j'étais fini. Complètement out, quoi. Plus rien à faire. C'est grâce à l'imaginaire, grâce au corrigan que je suis là. Seul, ça m'a sauvé. Ce retour à ces anciennes, je me suis remémoré toutes ces anciennes croyances qu'on avait, je me suis collé à elles, et puis ça m'aide aujourd'hui, et puis je suis carrément dans une bulle, quoi. Et ça fait du bien dans le monde où on vit aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, quand je les vois avec le masque, quand ils arrivent, je leur dis, je vois comment toute la misère qui traîne derrière les masques, je leur dis, sortez de là, quoi. Il y a un moyen, c'est légendothérapie, voilà. La légendothérapie. Ouais, c'est super, quoi. La légendothérapie, c'est laisser place aux rêves, croire aux contes, aux fées, aux corrigans, retrouver son âme d'enfant. On dit que les superstitions calment l'angoisse, inventent un monde imaginaire où tout est signe, où chaque objet, chaque geste a pour but d'éloigner le malheur. Toucher du bois ne sert à rien si le bois est verni ou s'il n'est pas rond. Voilà. Alors, moi, je pense que le bois, c'est vraiment un matériau sacré, c'est l'arbre. Il y avait beaucoup de superstitions jadis qui se passaient autour des arbres. On touchait les arbres, on transmettait la maladie aux arbres, par exemple. On se guérissait en envoyant la maladie dans l'arbre, etc. Donc on peut aussi se guérir d'une peur en envoyant la maladie dans le bois. En tout cas, il y a un système de transmission de quelque chose dans le bois. Alors le pain à l'envers, par exemple, est une superstition qu'on a tenté d'expliquer. On pense qu'elle vient d'un usage lié au bourreau. Le bourreau, c'était vraiment un personnage qui donnait la mort, donc c'était un personnage tabou, un personnage dont on se méfiait terriblement. Et il semblerait que pour différencier son pain de celui des autres, on mettait son pain à l'envers pour ne pas manger le pain du bourreau. J'ai entendu dire qu'on pouvait jeter du sel par-dessus son épaule, ça veut dire quoi ça? On se protège du diable, on se protège quand on a quelque chose qui se passe mal, on se dit qu'on a le diable à nos trousses. Vous n'êtes pas superstitieuse parce que il y a un chat noir là sur votre balcon. Alors, c'est le chat de mes voisins. Le chat noir, c'est le chat des sorcières. Le diable sait se métamorphoser en chat noir. Les sorcières aussi peuvent se métamorphoser en chat noir. Donc, dès qu'on voit un chat noir qui traverse, on se dit, mon Dieu, ça y est, il va m'arriver quelque chose. Il y a une malédiction, le diable est là, etc. Mais moi, mes chats ne sont pas noirs, mais c'est vraiment un hasard. Quant au fer à cheval, placé dans ce sens, il éloigne les mauvais esprits, ce qui laisse rêveuse cette magnifique jument. Peut-être songe-t-elle au temps où les riches romains les faisaient fabriquer en or ou en argent. Hasard, coïncidence ou coup de chance, le cheval de Pierre Vercruys porte le numéro 13. Si aujourd'hui on ne gagne pas, c'est vraiment que les éléments sont contre nous. Au début de la course, c'était plutôt mal parti, mais c'était compté sans notre chance. Contre toute attente, Pierre Vercruys fait une remontée spectaculaire. Le 13 gagne. De quoi devenir superstitieux, non? Bon numéro le 13, hein?
Ça vous a porté bonheur? Oui, en effet, c'est une carte qui a une il y a des choses que je voulais faire. Maintenant, elle est à vous. À montrer dans les... Je vous en fais cadeau. C'est pas vrai. Ça vous porter chance pour le reportage.